Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à la dépression en pédopsychiatrie. Alors, l'avantage de faire une présentation orale, c'est qu'on est libre de dire tout ce qu'on veut, et que comme il n'y a pas de trace écrite, on peut vraiment être franc et honnête avec les personnes qui nous écoutent. Alors, la question qui m'était posée, c'était la dépression en pédopsychiatrie, un paradigme de la modernité. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Pour moi, la dépression en pédopsychiatrie, telle qu'on la lit aujourd'hui dans la littérature internationale, c'est le symptôme d'une faillite conceptuelle. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs ça a été dit dans la présentation précédente, qu'est-ce qu'on lit dans les bons papiers d'épidémiologie, dans les bonnes revues, avec des bonnes études qui ont coûté très cher, 16% des adolescents auraient un trouble dépressif. Mais qui croit un truc comme ça? Et quand on dit ça à nos concitoyens, aux hommes politiques, il nous faut de l'argent pour soigner nos patients, un adolescent sur 6 est déprimé, mais personne ne nous croit. Comme personne ne nous croit, on n'est pas crédible, et du coup, on ne s'intéresse pas à la pédopsychiatrie. Récemment, un article est sorti dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 50% des adolescents auraient un trouble psychiatrique dans leur existence. Un adolescent sur deux aurait une maladie mentale durant son adolescence. Alors, donc, il y a un problème conceptuel qui fait que les choses ne vont pas. Alors, pourquoi? On m'avait proposé aussi de partir de la clinique. Je vais vous raconter une expérience clinique qui m'est arrivée récemment et qui est vraiment symptomatique de ce problème. Ayant été élu récemment président de l'Association internationale de pédopsychiatrie, comme l'a dit Florence, je me balade beaucoup et j'assiste à des consultations cliniques de collègues à l'étranger. Récemment, j'ai pu participer à un entretien clinique dans un hôpital psychiatrique pour enfants aux États-Unis, près de Boston. Premier point, sur toute la planète, nous faisons le même métier que nos collègues. C'est-à-dire, même si les cultures sont très différentes, que vous soyez en Chine, en Afrique, aux États-Unis, quand vous rencontrez une famille et des enfants, en fait, vous êtes exactement dans la même situation que ce que nous faisons nous en France. Donc, on accueille, on était en groupe, on accueille un jeune patient, et mon collègue Gordon fait un très bel entretien d'un quart d'heure, un entretien comme un collègue français aurait pu le faire, ouvert, empathique, tout de suite avec une capacité de nouer un lien avec le patient, un petit patient de 13-14 ans. Donc une qualité clinique indéniable. Donc je vous dis en deux mots, ce patient, c'est un jeune adolescent, une maltraitance infantile énorme, abus sexuels, maltraitance infantile énorme, en voie de changement d'orientation sexuelle, donc il devient transgenre, donc il était un garçon, il est en train de devenir une fille, et il fait des tentatives de suicide à répétition. Et donc il est hospitalisé. Et donc on se réunit pour faire une synthèse, et donc chacun s'exprime, comme dans les synthèses en France, les psychologues, etc. Et puis donc le psychiatre donne ses diagnostics. Alors pas mon collègue Gordon qui avait fait l'entretien, qui est lui le senior, qui était le superviseur, qui venait d'un autre hôpital, mais le psychiatre local, il dit comme diagnostic dépression multirésistante et hyperactivité avec déficit de l'attention. Et alors à la fin, ils se tournent vers moi et ils me disent « Et alors, mais alors vous, qu'en pensez-vous » Alors moi je leur dis « Vous savez, je crois qu'en France, aucun de mes collègues ne dirait qu'il est déprimé. » Alors là, il y a un silence. Et pourquoi? J'ai dit oui, bien sûr, il est malheureux. Bien sûr, il est malheureux. Il est malheureux, et il y a des raisons qui font qu'il est malheureux. Et il fait des tentatives de suicide parce qu'effectivement, sa vie est compliquée. Mais ce n'est pas une dépression pour autant. Et bien sûr que peut-être que les antidépresseurs ne marchent pas, mais ce n'est pas parce qu'il a une dépression résistante, c'est parce qu'il y a autre chose. Alors donc on a discuté d'état limite, etc., etc., etc.
Et donc vous voyez que si on en est à ce stade d'incompréhension entre nous, comment voulez-vous faire de la recherche? Comment voulez-vous avoir des données épidémiologiques? Comment voulez-vous savoir quels sont les bons traitements à donner aux gens si sur la base des concepts, on n'arrive même pas à avoir le début du commencement d'un accord? Alors donc je vous propose moi d'essayer d'être constructif et de construire quelque chose et d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment faire pour aller mieux. Alors bien sûr, c'est sans prétention, hein, c'est-à-dire que vous serez critique et je vous remercierai d'être critique. Alors, premier point, moi je vous propose, parce que c'est très intéressant, de revenir il y a très longtemps et de regarder ce que les Grecs disaient de la dépression. On peut trouver sur Internet le corpus hippocratique et on peut trouver notamment, c'est dans le livre 2 des maladies, paragraphe 72, la définition qu'Hippocrate donne de la mélancolie. Alors, il faut se méfier, vous savez, les Grecs, ils avaient 3 grandes maladies psychiatriques, la mélancolie, la manie et la phrénitis, et ça n'a pas grand-chose à voir avec nos manies, nos mélancolies, etc. D'ailleurs, en ce sens, c'est intéressant, mais peu importe, vous allez voir la description clinique, c'est quand même intéressant. Alors voilà ce qu'il dit, ça prend quelques lignes. Souci, maladie difficile. Le malade semble avoir des viscères comme une épine qui le pique. L'anxiété le tourmente. Il fuit la lumière et les hommes. Il aime les ténèbres. Il est en proie à la crainte. La cloison phrénique fait saillie à l'extérieur. On lui fait mal quand on le touche. Il a peur. Il a des visions effrayantes, des songes affreux, et parfois il voit des morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. Au malade, on fera boire l'élébore, on purgera la tête, et après la purgation de la tête, on donnera un médicament qui évacue par le bas. Ensuite, on prescrira le lait d'ânesse. Le malade usera de très peu d'aliments s'il n'est pas faible. Ces aliments seront froids, relâchants, rien d'âcre, rien de salé, rien d'huileux, rien de doux. Il ne se lavera pas à l'eau chaude, il ne boira pas de vin, il s'en tiendra à l'eau, sinon son vin sera coupé. Point de gymnastique, point de promenade. Par ces moyens, la maladie se guérit avec le temps, mais si elle n'est pas soignée, elle finit avec la vie. Bon, ça fait sourire, bien sûr, hein, mais vous voyez, la base y est quand même. Hein, on parle bien de la même chose, c'était il y a 2500 ans. Hein. Il y a 2500 ans, ils voyaient déjà un phénotype que nous, on pourrait appeler trouble anxio-dépressif, et même, c'est pas une petite dépression, hein, c'est une grosse dépression. Hein. Il y a, vous voyez, et parfois, il voit des morts, des songes affreux. Donc on est vraiment dans un état dépressif pour nous, psychiatres. Ok. Alors on pourrait dire d'accord. D'accord, sauf que les Grecs ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Alors les Grecs et les Romains. Hein, parce que d'un côté, j'ai un auteur romain, alors un auteur grec, Aristote, vous savez que chez les Grecs, est-ce que la mélancolie est vraiment une maladie? Alors Aristote, il dit ça, il dit pourquoi tous les hommes exceptionnels dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts sont-ils manifestement des mélancoliques? Un certain nombre d'entre eux étant même à la vérité affectés de symptômes maladifs provenant de la bile noire. Donc il y a ça qui traîne et qui traîne aussi dans la littérature psychiatrique contemporaine. La dépression, c'est pas que une maladie, c'est aussi un truc qui est en lien avec les malheurs de l'existence. Et du coup, on se retrouve avec 16% de déprimés chez les adolescents. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Hein. C'est bien sûr, à l'adolescence, on se rend compte que la vie est compliquée pour plein de raisons. Et donc, on prend de face ces difficultés de la vie et on peut avoir des réactions dépressives qui sont d'ailleurs en rapport avec un peu ce que dit Aristote. Alors, on est bien d'accord, c'est pas de dépression clinique au sens où on ne va pas leur faire des électrochocs. Et d'ailleurs, il y a un auteur romain, donc Silius Aurelianus. Alors, il ne parle pas de la mélancolie, il parle de la manie. Mais ils avaient ça aussi en tête. Hein. Il dit un truc, ceux qui pensent que la manie est avant tout une maladie de l'âme et secondairement du corps se trompent parce qu'aucun philosophe n'a jamais guéri cette maladie. Donc vous voyez, même dans l'Antiquité, ils avaient le problème équivalent. Il y a des maladies, il y a des phénotypes, pour parler avec notre langage. Ces phénotypes, on les voit, et d'un côté, c'est vrai qu'on les trouve chez des artistes, des philosophes, etc.
Et d'un côté, on voit bien que certains patients présentent ces manifestations avec une acuité telle que ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans la même planète. On est dans de la maladie et la philosophie n'a rien à y voir. Et c'est le rôle du médecin. Et vous voyez, en filigrane, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que, eh bien, en psychiatrie, dans la dépression, que ce soit la dépression de l'adulte ou de l'enfant et de l'adolescent, on parle de deux choses différentes. Il y a des maladies psychiatriques qui relèvent de la dépression et il y a des phénomènes dépressifs qui n'ont rien à voir avec ces maladies dépressives. Et ce petit adolescent américain n'a pas une maladie dépressive. Il a un phénomène dépressif en lien avec son existence. Alors vous me direz, oui d'accord, mais alors qu'est-ce qu'une maladie? Vous parlez de maladie. D'ailleurs on ne parle plus de maladie, on parle de troubles, de mental disorder. Alors pourquoi les neurologues ils parlent de maladie de Parkinson et pourquoi nous on n'a pas le droit de parler de maladie psychiatrique? On doit parler de trouble mental. Alors bon, venons-en à la maladie. Alors je vous parle de maladie. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Alors un premier point intéressant quand on parle de maladie, c'est la langue. Nous on a un mot maladie et ce mot a la même racine que le mot malade. Alors que quand vous voyez en anglais, ils ont trois mots pour dire maladie, disease, illness, sickness. Et ces trois mots n'ont rien à voir avec malade, patient. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Si on n'arrive pas à être d'accord dans des langues différentes, c'est que les concepts qu'il y a derrière sont sûrement difficiles à capturer. Alors vous voyez, c'est intéressant, c'est que en anglais, disease, c'est la maladie que voit le médecin en face de lui. Il fait des diagnostics de disease. Illness, c'est le patient qui dit « je vais mal, j'ai une maladie, moi, je l'ai ». Et sickness, c'est le visage que j'offre aux autres. Je suis malade, les autres me voient sick. C'est-à-dire dégoûtant. C'est-à-dire quelqu'un qui fait peur. Il est sick. Alors, d'accord, donc ça, on voit que le concept de maladie n'est pas simple. Que dit la littérature autour de ça? Alors on oublie en fait que la littérature autour de la définition des maladies est une littérature de philosophie de la médecine extraordinairement compliquée. Premier point, est-ce que les maladies existent vraiment ou est-ce qu'elles sont des constructions des médecins? Eh bien, ce problème, enfin, ce point-là est non décidé aujourd'hui. C'est le débat entre le nominalisme et l'essentialisme en général en sciences et en médecine en particulier. Eh bien, rien ne dit que les maladies existent vraiment ou qu'elles sont des constructions humaines. Alors ça vous choque parce que vous allez me dire, oui, quand même, les maladies, la dépression, ça a à voir avec la sérotonine. La sérotonine, ça existe vraiment. Oui, mais vous dites que la dépression a à voir avec la sérotonine, c'est une façon de définir la dépression. Il y a plein de façons de définir la dépression. Une façon de définir la dépression, c'est de l'aborder sous un angle biologique, certes, mais ça n'est pas le point de vue dominant. Le point de vue dominant, aujourd'hui, il a été dit dans la présentation tout à l'heure, il est statistique, c'est le DSM. Le DSM n'est pas biologique, il est statistique. C'est-à-dire la maladie est un syndrome avec un pouvoir, une valeur pronostique et thérapeutique. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Et puis vous n'avez pas que ça. Vous avez, dans le cas de la dépression et du trouble bipolaire, le rôle des assurances, qui ont beaucoup joué sur la définition des maladies du trouble bipolaire. Très vraisemblablement, l'augmentation de la prévalence du trouble bipolaire chez l'adulte et chez l'enfant vient en grande partie du fait que le trouble bipolaire est très bien remboursé dans la plupart des pays, parce que c'est une grande maladie. Alors que par exemple le trouble de la personnalité limite n'est pas une grande maladie. Et donc, à choisir, et franchement, entre un trouble bipolaire et un trouble borderline, souvent c'est pas si facile que ça. Même si fondamentalement ça n'a rien à voir. On a un trouble de l'axe 1, de l'axe 2, en théorie ça n'a rien à voir. Mais quand vous êtes en face d'un patient, en réalité c'est pas si simple que ça. Et donc comme c'est pas si simple, vous pouvez dire trouble bipolaire à la place de trouble borderline, puisque le patient sera remboursé. Vous avez les juges. Les juges influencent sur le contour des maladies, parce qu'en fonction des maladies, vous êtes tenu de faire plus ou moins attention. Et donc si vous donnez un diagnostic où le juge est susceptible de vous condamner si vous n'avez pas fait attention, ce diagnostic, vous êtes susceptible de moins le donner.
Et puis vous avez des diagnostics qui sont faits dans les médias. Les médias, vous savez, dans les médias, le mot schizophrénie n'a rien à voir avec le mot schizophrénie utilisé par les psychiatres. Voilà, alors, donc vous voyez, alors, moi personnellement, je vois un peu les maladies, de mon point de vue, hein. Pour moi les maladies, c'est comme si E.T., l'extraterrestre, arrivait dans un musée d'art du XXe siècle. Imaginez-vous, comme ça, arriver de but en blanc dans un musée du XXe siècle. Vous voyez des tableaux, et vous allez voir que les tableaux, certains tableaux se ressemblent plus ensemble. Hein. Il va y avoir des impressionnistes, il va y avoir des surréalistes, il va y avoir des cubistes. Et puis, en fait, c'est plus compliqué. Il va y avoir à l'intérieur des cubistes, vous allez voir des tableaux qui se ressemblent encore plus. Et oui, ils ont été peints par Picasso, donc ils se ressemblent. Mais ce qui est curieux, c'est que certains tableaux cubistes, ceux faits par Picasso, ils sont semblables à certains tableaux surréalistes. Picasso, il a aussi fait des tableaux surréalistes. Nous, on appelle ça de la transnosographie. C'est la même chose que l'on voit dans des pathologies différentes. Mais que c'est nous qui appelons ça des pathologies. Et c'est nous qui appelons ça cubiste et surréaliste. Alors bien sûr, c'est pas nous qui appelons ça Picasso. Picasso, il existe vraiment, vous allez me dire. Hein. Sauf que Picasso, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il n'a pas été un seul peintre. Donc est-ce que la réalité de Picasso, elle est supérieure à la réalité du cubisme ou du surréalisme? C'est une vraie question. C'est une question intéressante, mais c'est une question très académique. Du coup, vous pouvez tout laisser tomber et vous pouvez dire il y a de la peinture figurative et de la peinture non figurative. C'est un peu ce que font les psychanalystes. Et puis vous avez des gens qui vont regarder les peintures au microscope pour voir vraiment comment c'est fait, pour essayer de trouver des éléments objectifs de catégorisation des peintures. C'est ce que font les psychiatres biologiques. Donc voilà. Tout ça est très intéressant, mais en fait, il manque l'essentiel. Et vous savez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on raconte n'importe quoi avec l'épidémiologie psychiatrique. C'est parce que une maladie psychiatrique, un patient psychiatrique, ne se résume pas à un syndrome. Il manque quelque chose, il manque, on le dit même en épidémiologie, il manque que la gravité de la maladie. Hein, vous savez, dans les DSM, il y a le syndrome, et puis il faut qu'il y ait un impact, un impairment, comme ils disent, hein, significant impairment. Alors le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à définir ce que c'était qu'un significant impairment. Et même, finalement, c'est encore plus compliqué que ça, parce que vous avez des maladies psychiatriques, qui sont de vraies maladies psychiatriques, où il n'y a pas de significant impairment. Par exemple, dans l'anorexie mentale. Vous avez des patientes avec des formes sévères d'anorexie mentale qui n'ont pas d'impact dans leur fonctionnement. Et même, vous avez des patients schizophrènes entre deux accès délirants qui peuvent être quasiment asymptomatiques. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique. Et à contrario, vous avez des gens qui ont un vrai phénotype psychiatrique et qui ont un impact sur leur fonctionnement énorme et qui pourtant n'ont pas de maladie psychiatrique. C'est l'exemple de quelqu'un qui vient perdre son enfant. Vous avez tout le tableau d'une dépression sévère, avec un impact majeur sur votre vie, et pourtant, alors, il y a 2 ans, on aurait dit que cette personne n'avait pas de trouble psychiatrique, mais vous savez que le deuil n'est plus un critère d'exclusion de la dépression dans le DSM-5, ce qui quand même n'est pas complètement anodin, et qui a suscité un débat aux États-Unis très vif, hein, et qui, de mon point de vue, est une erreur. C'est une erreur. Alors, à ce stade-là, maladie, bon, comment définir une maladie? Je garde sous le coude et je vous propose d'en revenir à la conclusion. Mais donc, on a déjà ébauché maladie, et le malade là-dedans, c'est quoi? Alors, est-ce que dans le DSM, il y a la définition d'un malade? Pas la définition d'un malade dans le DSM. Posez la question à vos internes, quelle est la définition d'un malade? Je le fais régulièrement et vous allez avoir un blanc. Quelle est la définition d'un malade?
La tentation, c'est de dire qu'il a une maladie, mais bien sûr, on sait que c'est pas vrai. Il y a des malades qui ont des maladies, et des maladies où il n'y a pas de malade. Quelle est la définition d'un malade? Alors, on la retrouve chez Canguilhem. La malade, c'est celui qui sonne à la porte du médecin. En fait, c'est celui qui a la plainte. Alors, sauf qu'en psychiatrie, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on sait bien qu'il y a des malades qui ne peuvent pas, du fait du déni, du fait d'une psychose, ne peuvent pas émettre cette plainte. Et puis en pédopsychiatrie, on parle de dépression chez l'enfant et l'adolescent, mais en pédopsychiatrie, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, moi je demande toujours, après 5 minutes de prise de contact, je demande toujours à mes patients pourquoi ils viennent me voir. Il y a leurs parents autour, hein, et au moins une fois sur deux, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi. Alors, ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils n'osent pas, hein, parce que souvent les parents disent, mais on en a parlé dans la voiture, écoute, exagère. Et bien sûr, mais dans le fond, très souvent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas vraiment malheureux. Hein. Un hyperactif, en début d'hyperactivité, il n'est pas vraiment malheureux de son hyperactivité, hein, même si elle est problématique. Hein. Un jeune qui a un autisme pas trop handicapant, il n'est pas vraiment malheureux de son problème autistique. Hein. Donc du coup, la définition du malade en pédopsychiatrie est problématique. Alors vous me direz, c'est de la philosophie, sauf que du coup, quand on dit 16% des jeunes ont une dépression, alors on parle de quoi si on ne sait même pas ce que c'est qu'un malade? Hein, c'est embêtant. Si l'épidémiologie psychiatrique, c'est de compter des maladies, alors c'est un peu normal que la société ne nous écoute pas. Alors qu'est-ce qu'un malade? J'ai une tentative de définition. Alors, un patient pédopsychiatrique, ça serait une communauté en demande d'aide pour une souffrance en rapport avec le psychisme ou un comportement et qui situe cette souffrance chez un jeune. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous promets qu'en termes cliniques, c'est très utile. C'est que de voir le patient comme une communauté de sujets et pas comme un seul sujet, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise dans l'entretien, dans la décision thérapeutique et dans la façon de communiquer avec le patient. Donc on a vu malade, on a vu le début de maladie. Alors comment avancer sur cette histoire de maladie? Faire de la recherche. On va faire de la recherche. C'est en faisant de la recherche qu'on comprendra mieux les maladies. Et c'est ce qu'on fait. Alors, regardons ce qu'on fait quand on fait de la recherche. Comment la médecine a-t-elle progressé depuis les Grecs dont on a parlé tout à l'heure, qui n'étaient pas de mauvais cliniciens, à l'évidence. Hein. Alors, qu'est-ce qui a fait progresser la médecine? Eh bien, c'est l'anatomie et la physiologie. Pendant longtemps, il a été interdit de disséquer les êtres humains. Pour des raisons, on dit que c'est pour des raisons religieuses, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que l'accès à l'intérieur du corps humain est quelque chose de très particulier, qui relève d'une certaine violence psychologique et qui fait que la société a dû se protéger contre ça. Bref, on n'a pas pu le faire et ça a été un frein à l'avancement des connaissances. Et certains de nos collègues, il y a très longtemps, ont bravé cet interdit, ont fait des dissections, ont décrit comment était un corps humain, et petit à petit, ont même décrit l'intérieur avec une loupe, avec un microscope, et puis après le microscope, ça a été la compréhension du fonctionnement des organes, et on est arrivé au point culminant de la recherche scientifique médicale, qui est, en France et même à l'étranger, hein, Claude Bernard au XIXe siècle. Hein. Avec c'est vrai, un succès en termes thérapeutiques, en médecine, incontestable. Hein. Il vaut mieux se faire soigner après Claude Bernard qu'avant. Et un tel succès qu'il a structuré notre pensée médicale, toute notre discipline. On est dans une faculté de médecine. Dans une faculté de médecine, il y a des professeurs de cardiologie, néphrologie, pneumologie, dermatologie, neurologie, etc. Ce sont des disciplines d'organes. La médecine de Claude Bernard a été un réel succès, mais ce succès a eu un prix. Ce prix, c'est un certain totalitarisme biologique, et deux, ce qu'on appelle un épiphénoménalisme de la pensée. Et c'est vrai, regardez dans cette faculté de médecine, comme dans toutes les facultés de médecine de France,
Combien a-t-on d'heures de cours de biologie au sens large pendant le premier et deuxième cycle d'études médicales? C'est-à-dire, je compte biochimie, biophysique, anatomie, histologie, etc. Environ 600 heures. Combien y a-t-il d'heures de cours de psychologie médicale? Voilà. Alors que, vous me direz, mais c'est normal, pour soigner les gens, il faut quand même de la biologie. Mais c'est même pas sûr. Pour être néphrologue, oui, la biologie c'est indispensable. Regardez le travail d'un médecin généraliste. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est indispensable d'être fort en biologie pour être un médecin généraliste? Non. Il faut être fort en statistique, c'est-à-dire il faut avoir des algorithmes dans la tête. C'est trop compliqué la médecine générale pour pouvoir la faire selon l'approche de Claude Bernard. C'est trop compliqué. Il faut savoir le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la prévention des rechutes de l'infarctus du myocarde, la dépression, des grandes pathologies avec des organigrammes de décision. C'est pas de la biologie, ça. C'est de la sémiologie et de l'apprentissage de décision. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi la créatinémie, ça mesure la fonction rénale. Et d'abord, la créatinémie ne mesure pas la fonction rénale, c'est la fonction glomérulaire. Et encore, c'est imparfait, etc. Vous voyez, on est plein d'idées reçues sur le rôle de la biologie en médecine. Mais c'est comme ça, la biologie structure la pensée médicale. Et donc, eh bien, quand on fait de la recherche en psychiatrie, on fait de la recherche sur le cerveau. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? La recherche sur le cerveau pourra amène déjà à des avancées thérapeutiques. Enfin, si je vous dis, franchement, quelles sont les avancées thérapeutiques issues des recherches en biologie et en psychiatrie? Je vous écoute. Moi, j'en connais, hein. La stimulation profonde. La stimulation profonde est vraiment issue de travaux neuroscientifiques et vraiment une révolution thérapeutique dans le monde de la psychiatrie pour les pathologies extrêmement graves. Franchement, en dehors de ça, et en pédopsychiatrie, quelles sont les avancées des neurosciences qui ont permis des découvertes thérapeutiques en pédopsychiatrie? Moi, je vois que le dépistage des maladies génétiques ayant un phénotype psychiatrique chez des parents d'enfants ayant des patients comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un X fragile, vous avez un X fragile, on le diagnostique, donc du coup, on peut savoir, on sait que les enfants que vous allez avoir vont être à risque et essayer de dépister. Mais enfin bon, c'est pas vraiment du soin entre nous, hein. À part ça, il n'y a rien en pédopsychiatrie. Alors vous me direz que c'est pour l'instant. Je suis d'accord, c'est pour l'instant, ça viendra. Mais enfin, bon. Donc, oui, on fait de la recherche sur les organes, en psychiatrie, comme dans les autres spécialités médicales. Donc ça va faire avancer les connaissances sur les maladies psychiatriques, mais c'est un certain angle d'attaque. Et d'ailleurs, c'est tellement un certain angle d'attaque que la biologie, en fait, tout le monde sait qu'elle ne peut pas tout, notamment contre les fantasmes de Claude Bernard. La biologie ne permet pas d'évaluer l'efficacité des thérapeutiques. Claude Bernard voulait que l'efficacité des thérapeutiques soit évaluée par la biologie parce qu'il avait l'idée qu'il fallait trouver les causes des maladies et que les thérapeutiques comme ça agiraient sur les causes des maladies et on aurait une médecine déterministe et on saurait que les médicaments agissent puisqu'ils agiraient sur les causes. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Le traitement du cancer du poumon n'a rien à voir avec la cause du cancer du poumon. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pareil pour l'infarctus du myocarde. Le traitement de l'infarctus du myocarde n'a rien à voir avec le traitement de sa cause. Et en fait, en médecine en général, les soins n'ont rien à voir avec les soins des causes, sauf en maladies infectieuses. Et c'est toujours ça qu'on nous sert pour la médecine de causalité. Hein? Donc, non, on évalue les soins avec de la statistique. Vous êtes au courant. Hein?
Et d'ailleurs, si vous lisez le New England Journal of Medicine, le Lancet, le BMJ, le JAMA, toutes les plus grandes revues de médecine ne sont pas des revues de biologie moléculaire, ne sont pas des revues de physiologie, ce sont des revues de statistiques. Alors, et le DSM est un outil de statistique. Alors, donc, ok, donc on fait de la recherche aussi sur les maladies en faisant des statistiques. Et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que, eh bien, on sait que certains produits pharmaceutiques ont une efficacité dans le TOC chez l'enfant. Alors j'ai pris le TOC, j'ai pas pris la dépression parce que justement, les études statistiques montrent que les drogues dans le traitement de la dépression chez l'adolescent, c'est pas simple. C'est-à-dire que, vraisemblablement, chez les adolescents très sévères, ça marche. Chez les adolescents moins sévères, et donc comme ça a été dit tout à l'heure très bien, et il y a un petit point de dissension avec nos collègues dans les autres pays. En France, les antidépresseurs sont donnés pour les états dépressifs majeurs sévères, en première intention, alors que dans beaucoup d'autres pays, c'est modéré à sévère. Et là, ça change tout en prévalence, hein. Ça change tout. Et là, la statistique est un peu mal à l'aise. Donc la statistique ne peut pas tout, mais la statistique aide à déterminer les thérapeutiques. Ok, très bien. Très bien, sauf que dit la statistique dans l'évaluation des thérapeutiques? Elle dit que les thérapeutiques sont efficaces en moyenne, puisqu'on compare des moyennes entre des groupes. Donc la statistique montre que les thérapeutiques sont efficaces sur des sujets moyens. Et les sujets moyens n'existent pas dans la vraie vie. Et c'est vrai. Il faut toujours se rappeler que les sujets moyens n'existent pas dans la réalité. Alors, les pédopsychiatres sont peu à risque d'être embobinés dans cette histoire, encore que, il faudra faire un peu attention, mais c'est vrai que dans les autres spécialités médicales, hein, beaucoup de nos concitoyens se plaignent que, quand ils vont voir un médecin, le médecin voit à travers eux un patient moyen. Il voit un diabétique, un hypertendu, une rechute d'infarctus du myocarde, etc. Donc, on fait de la recherche sur les maladies à partir de la biologie, à partir de la statistique, et puis on oublie qu'on devrait faire aussi de la recherche sur les maladies et les malades tels qu'ils sont en face de nous quand on les a en consultation. Et ça n'a rien à voir avec la biologie et les statistiques. Quand vous êtes, et c'est vrai, alors c'est vrai en pédopsychiatrie, bien entendu, beaucoup plus que dans les autres spécialités médicales, mais c'est vrai dans toutes les spécialités médicales, quand vous avez un patient en face de vous, vous avez un être humain en face de vous. Et il n'est pas un sujet statistique, et il n'est pas un organe. Et aujourd'hui, eh bien, dans les recherches, on a peu cet angle d'attaque. Et c'est problématique parce que c'est aussi pour ça que l'on raconte des bêtises et que l'on dit qu'il y a 16% de sujets de dépression chez les adolescents, parce qu'on oublie ce que c'est dans la rencontre avec l'autre que d'être vraiment déprimé. Et donc je dois revenir à ce stade, quand je parle de dépression, je parle de quoi, hein, après avoir fait tous ces détours. Alors, la dépression, chez l'enfant et l'adolescent, oui, bien sûr que ça a à voir avec de la biologie, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors vous me direz, ben oui, bien sûr, puisque de toute façon il y a des antidépresseurs, vous l'avez dit, les antidépresseurs c'est de la biologie, puisque c'est de la chimie. Et donc les antidépresseurs, ça marche dans la dépression des adolescents avec une dépression sévère. Bien sûr. Sauf que vous voyez, même là, on est conditionné à dire des choses... Oui, rien que le mot antidépresseur. À force de dire que la fluoxétine est un antidépresseur, on finit par le croire. Que fait un antidépresseur? Là aussi, poser la question à un interne. Tu as prescrit un antidépresseur à ton patient, mais finalement, ça va lui faire quoi? Ah, ça va modifier la recapture de sa sérotonine. Oui, oui, d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir. Mais, au-delà de ça va faire quoi? Ah, ben, il va être moins triste, etc., etc. Oui, mais
comment il va vivre le fait. Si toi tu prends de la fluoxétine, ça va faire quoi en toi? Eh bien, si on demande à des patients, ça a été fait, si on demande à des patients déprimés qui prennent un SSRI ce que ça fait, ils disent pas, ils sont moins tristes, ils sont moins anxieux, ils disent des choses comme avant les émotions s'accrochaient à moi. Maintenant, elles sont à distance, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les autres et moi. Et vous voyez, en fait, rien que de faire des recherches comme ça, sur la dépression, ça montre que les antidépresseurs ne sont pas des antidépresseurs, c'est pas antidépresseurs. C'est plutôt des protecteurs émotionnels, des émousseurs émotionnels, et que l'effet secondaire est compris dans l'efficacité thérapeutique. Alors bon, donc la dépression, oui bien sûr la dépression, une façon de décrire la dépression peut être de regarder comment fonctionne le cerveau, et effectivement chez les patients déprimés, on peut observer que le cerveau fonctionne différemment, et c'est en lien avec la sérotonine en particulier, et sûrement avec beaucoup d'autres choses que l'on ne sait pas. D'accord. Ça n'est pas ça aussi, c'est aussi un tableau syndromique. D'accord. C'est-à-dire, en gros, un deuil, tristesse, anédonie, etc. Ce qu'il y a dans le DSM, qui n'est pas faux, qui n'est pas faux. D'accord. Donc, tout ça, je l'accepte. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel, de mon point de vue, dans la dépression, au sens où j'appelle une dépression une maladie psychiatrique, et je n'ai aucune inhibition à dire que certains patients déprimés ont une maladie psychiatrique, c'est quand il y a ce que je considère être une rupture phénoménologique. Ça me fait plaisir d'utiliser ce mot, puisque le mot phénoménologie a une résonance toute particulière à Nice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens dans la vie, nous avons tous expérimenté des émotions qui relevaient de la dépression, bien entendu, et on n'était pas déprimé pour autant, non. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en face d'une personne qui a un mouvement dépressif, et vous vous rendez compte que tout d'un coup, que c'est autre chose, que cette personne, elle est perdue, que cette personne, elle est désespérée, elle ne peut plus faire face à ce mouvement dépressif. Elle est perdue dans ses émotions. Elle est humiliée par le fait qu'elle est submergée par ses émotions. Elle ne se sent plus possession d'elle-même. Et tout d'un coup, vous êtes un peu sidéré. Vous avez même une impression, elle vous fait tellement mal que vous avez un mouvement de recul par rapport à elle. Elle vous fait un peu mal tellement qu'elle va mal. Et c'est pareil pour son entourage. Quand quelqu'un est vraiment déprimé, les gens se mettent en recul. C'est cette rupture phénoménologique qui signe le fait que ça n'est plus seulement une maladie dans les livres, c'est une maladie de quelqu'un qui est malade et qui a réellement un problème psychiatrique. Alors, voilà de mon point de vue ce qui fait que quelqu'un est déprimé, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte. Et effectivement, chez l'enfant, cette rupture phénoménologique, elle est plus rare dans le cadre de la dépression que chez l'adulte. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Est-ce que tout ça est important ou est-ce que c'est juste de la discussion entre nous? Et c'est important de discuter entre nous et de se mettre d'accord sur les concepts et les mots de dépression et tout ça. Est-ce que ça a des implications pratiques? Oui, ça a des implications pratiques. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a un flou conceptuel autour des termes psychiatriques. Au premier rang desquels, des gens très sérieux comme les gens du NIMH. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le National Institute for Mental Health aux États-Unis. C'est l'institution qui finance toute la recherche en psychiatrie aux États-Unis. C'est un truc énorme. Et vous savez peut-être que cette institution est contre le DSM. Alors c'est vraiment drôle, quand le DSM-5 est sorti, les psychanalystes français étaient contre,
Et les gens du NIMH aux États-Unis étaient contre, mais pour des raisons complètement opposées. C'est que les personnes du NIMH veulent que les maladies psychiatriques aujourd'hui ne soient définies qu'à partir de considérations biologiques. Alors effectivement, il y a un flou conceptuel dans la recherche en psychiatrie. Une façon de démonter ce flou, c'est d'avoir une position neuroscientifique totale. Alors c'est une position, en tant que chercheur, ça ne me dérange pas. Un chercheur a le droit de d'avoir ses bases méthodologiques et épistémologiques. Hein. Le problème, c'est que ça va avoir un impact majeur sur l'organisation des soins et sur la pratique de la clinique psychiatrique. Hein. Si toutes les recherches en psychiatrie se font sur des bases biologiques, ça va forcément avoir un impact sur la relation médecin-malade, sur la formation qu'on va avoir des jeunes pédopsychiatres et sur la façon de pratiquer la psychiatrie. Et je pense que ça n'est pas du tout une bonne idée. Ça n'est pas du tout une bonne idée parce qu'aujourd'hui, le soin pédopsychiatrique s'organise avant tout autour de la parole. Et ce n'est pas une question idéologique, c'est evidence-based. C'est juste que c'est ça qui fait que le soin est efficace. C'est la parole. Et donc, passer de la neuroscience à la parole, il va quand même falloir faire un grand écart. Donc, oui, c'est une position que l'on peut envisager épistémologiquement, mais c'est une position qui me fait peur. Alors, l'autre position, c'est la position du DSM, qui est une position d'élargissement et d'homogénéisation phénotypique à l'aide de la statistique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que cet élargissement phénotypique me pose problème pour une toute autre raison, c'est que symboliquement, la psychiatrie n'a pas à élargir son champ d'investigation. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire d'une société, un psychiatre, c'est quelqu'un de très particulier. Un psychiatre, contrairement aux autres collègues médecins, a le pouvoir d'enfermer les gens contre leur gré pour leur imposer un soin. Alors vous me direz, pédopsychiatrie, c'est plus compliqué que ça. Je sais, c'est plus compliqué que ça, mais je parle de l'imaginaire collectif. Et c'est ce qui fait que quand on va voir un psychiatre, c'est pas la même chose que quand on va voir un psychologue. Alors que nos boulots ne sont pas si différents que ça, souvent. Mais symboliquement, il y a une différence fondamentale. Et donc, il faut assumer cette différence. La psychiatrie, faite par des psychiatres, fondamentalement, ça a à voir avec des sujets en souffrance présentant cette rupture phénoménologique qui font que la société, la communauté qu'il y a au cours d'eux a peur d'eux, ne peut plus s'en occuper. Et nous avons autorité et légitimité pour nous en occuper. Et donc il faut que, autant en termes de recherche qu'en termes de soins, nous revendiquions ce noyau de la santé mentale qu'est la psychiatrie. Il faut le revendiquer et faire les efforts méthodologiques pour l'autonomiser. Et puis, à côté de cette psychiatrie, il y a effectivement des enfants en souffrance qui peuvent présenter des mouvements dépressifs. Les psychiatres, les pédopsychiatres peuvent aider à prendre en charge ces patients, tout comme les autres acteurs du soin, et même tout comme les autres acteurs de la société. Je vous remercie pour votre attention.